C'est le soir du réveillon à Los Angeles. La Californie? Papa et toi, vous rentrerez ensemble? On verra si ça peut s'arranger entre maman et le Père Noël. Le policier John McClane est venu de New York pour fêter Noël avec sa femme. Tu m'as manqué. En fait, il est venu pour sauver sa femme. Lâchez-moi! Allez, montez! Dans ce gratte-ciel qui surplombe la ville, 12 terroristes ont déclaré la guerre. Je me propose de vous enseigner le vrai usage du pouvoir. Ce sont des hommes brillants, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les 640 millions de dollars enfermés dans votre coffre. Et ce sont des hommes cruels. Je ne peux rien vous dire, il faudra me tuer. Très bien. Alors nous choisirons la manière forte. S'il y a une chose que McClane n'a pas envie d'être, Réfléchis, bon Dieu! c'est un héros. Où est Oli? Il en est! Où ça? Malheureusement, il n'a pas le choix. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Son métier de flic. Ils viennent déjà de tuer un otage. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Il est dans l'immeuble, mais qui est-ce? Je suis pas de votre côté! Mais qui êtes-vous? Vous êtes bien gênant pour un gardien de la sécurité. Erreur sur la personne Hans. Vous avez autre chose à me proposer? Vous croyez avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? L'IPA et l'Indien. Vous venez de détruire un immeuble entier. C'est moi qui suis chargé des opérations. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vu d'ici, vous n'êtes chargé qu'un énorme fiasco. Il est seul, il est épuisé. Il n'a encore vu personne lever le petit doigt pour lui. Les camarades, comment tu te sens? Et pour tout dire, je me sentirais beaucoup mieux si j'étais ailleurs. Je veux sa peau, tu l'auras. Il n'y a que John qui puisse mettre quelqu'un dans cet état de rage. Facile de l'aimer, ce garçon, Viens à Los Angeles, on va rigoler, on va faire la fête ensemble. mais très difficile de le tuer. Bruce Willis, piège de cristal. Figurez-vous que j'ai été invité à la fête par erreur. Un coup de Eh bien bonjour à vous, bonsoir chers abonnés. Oui, je vous parle d'un incontournable du film d'action et que je me suis revu parce que il n'y avait rien de bien à la télé et je me suis donc revu Piège de cristal avec Monsieur Bruce Willis en tête d'affiche. L'un des meilleurs films d'action des années 80 qui est sorti exactement en France, il est sorti le 21 septembre 1988 pour être exact, un petit peu plus avant puisqu'il est sorti, il avait fin de tournage en mars 88 aux États-Unis et j'avais à l'époque, j'avais à peu près 14 ans, je crois que je l'avais même vu au cinéma à l'époque tout seul, comme un grand, parce que oui, je commençais, alors j'allais au cinéma le samedi après-midi, mais oui, je commençais un peu à aller au cinéma sans mes parents cette fois-ci, et ça m'a foutu une claque incroyable à l'époque, tellement ce film déborde d'effets spéciaux, déborde d'action, tout ça, c'est absolument génial. Alors ça s'appelle Piège de cristal ou Die Hard, en version originale. C'est adapté d'un roman que personnellement j'ai pas lu, qui s'appelle Nothing Lasts Forever de Roderick Thorp, qui a été écrit en 1979. Alors je sais pas si ça reprend un peu l'histoire, aucune idée. Ça aurait dû s'appeler, d'ailleurs le film aurait dû s'appeler The Vault, référence au coffre que les terroristes veulent braquer dans le film. Ça s'appelle Piège de cristal en français, ou Die Hard. Alors Die Hard, ça veut dire, alors on pourrait le traduire Die Hard par dur à cuire, c'est-à-dire que les concepteurs du film ont insisté plus sur le personnage que sur le coffre, donc ils ont abandonné le nom The Vault pour se centrer sur Bruce Willis, en l'appelant Die Hard dur à cuire, voilà. Nous les Français, on préférera mettre Piège de cristal parce qu'on pense que le plus important c'est la tour. J'ai envie de dire les deux sont importants dans ce film et l'un ne va pas sans l'autre, on va dire. C'est aussi le début d'une saga puisque on aura quand même Die Hard 2 qui sortira en 90. On aura Die Hard 3, Une journée en enfer, qui sortira en 95. On aura Die Hard 4 qui sortira, je crois, en 2014, je crois. Et on aura enfin l'oubliable, on l'oublie celui-là, Die Hard 5,
qu'on préfère un petit peu évacuer. Bref, c'est un très bon film d'action. Avec au casting, on a l'inénarrable Bruce Willis, notre grand Bruce Willis qui malheureusement aujourd'hui a des gros soucis de santé. Et on lui souhaite vraiment bon rétablissement si possible. Mais là, ça fait plaisir de le revoir un petit peu dans un film où il était encore au top de sa forme et il avait aussi ses cheveux. On a aussi dans le rôle du terroriste, on a Alan Rickman, l'acteur anglais assez connu, qui a joué notamment, qui jouera notamment 2 ans après à peu près dans le Robin des Bois de Kevin Costner, enfin de Kevin Reynolds avec Kevin Costner. On a Reginald Johnson, on a William Atherton, on a dans le rôle de la femme de Bruce Willis, enfin de John McClane, Bonnie Bedella. Bref, la BO est signée Michael Kamen, voilà, c'est épique. On a aussi, donc je vous l'ai dit, adapté d'un roman. Alors ça parle de quoi? Le scénario, hein, c'est un scénario, c'est une prise d'otage. Enfin, une prise d'otage est doublée d'un braquage, où on suit comme ça les aventures d'un simple shérif de New York, John McClane, qui est venu à Los Angeles parce qu'il n'est pas divorcé, il est séparé de sa femme, c'est une séparation de corps, une séparation à l'amiable. Donc comme ça, il accepte de l'invitation de son, on peut dire son ex-femme, mais c'est toujours sa femme en fait, pour venir passer Noël un peu à Los Angeles, en Californie, dans cette ville qui ne lui plaît pas vraiment, parce que lui, c'est un gars de New York, un simple fille qui fait son job un petit peu tranquille, et voilà, ils s'en fout, elle avait un petit peu quelques conflits avec lui, parce qu'elle pense à sa carrière, et sa carrière justement, c'est de suivre un patron japonais qui travaille pour une société, une grosse multinationale, la Nakatomi Corporation, qui possède d'ailleurs l'immeuble. Et voilà, elle veut faire sa carrière, et puis espérons, pas loin de se trouver un mec dans la vie. Bon, voilà. Au début, hein, c'est assez compliqué, relation compliquée. Lui, il accepte quand même, au moins pour les enfants que l'on voit au début du film, d'ailleurs, qu'on ne verra plus après. Bon, voilà, juste au début pour montrer qu'il a des enfants, bref, il accepte pour eux. Et puis, fait tout ça, il rentre, et puis lui, à un moment donné, il a un coup de fil à passer, il va dans la chambre, il prend un coup, pour parler au téléphone, et c'est à ce moment-là que les terroristes choisissent ce moment pour investir à l'immeuble à coups de mitraillettes, de revolver, tout ça. Ça rigolait pas, hein, les films à l'époque. Hein. Dès l'entrée, on tue les mecs à l'accueil, et puis on flingue, hein, on rigole pas, c'est des vrais terroristes. Et puis lui, qu'est-ce qu'il va se faire? Discrètement, une lutte va s'engager entre les terroristes et John McClane, qui veut essayer de sauver les 40 personnes qui sont pris en otage, tout seul, comme un grand, avec son petit flingue, et des armes qu'il va découvrir un petit peu sur des terroristes qui tuent, sans chaussures. Hein, voilà, c'est le but du film. Et qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne un des meilleurs films d'action des années 80, de la fin des années 80, je veux dire. C'est le summum, l'apogée de ces blockbusters d'action qui sont réalisés, on va dire, sans effets spéciaux numériques, sans CGI, comme on dit aujourd'hui, sans montrer qu'avec des moyens, et d'ailleurs, c'est tourné réellement. Alors, ça ne s'appelle pas la Nakatomi Plaza, hein, ça n'existe pas, mais la tour existe en vrai, puisque c'est les studios de la Fox, en fait, comme ils appellent ça, c'est le Fox Plaza. C'était à l'époque les nouveaux studios de la Fox, et donc ils avaient accepté
comme ça, qu'ils viennent tourner, je crois qu'ils avaient tourné 8 semaines de tournage dans les studios. Tout le reste, ça s'est fait en studio. Mais au moins, dans l'immeuble, même les explosions que l'on voit à l'écran, là, etc., c'est fait aussi en direct, enfin en live, avec des effets un peu de gaz, de choses comme ça pour montrer. Ce film ne contient aucun effet numérique, enfin du moins à ma connaissance, et ça montre que quand on voulait faire des effets spéciaux à l'ancienne, eh ben, on était capable de le faire avec des maîtres en explosifs, avec des cascadeurs, avec des gens qualifiés qui savaient utiliser leur tête et leur imagination pour nous donner l'illusion d'une tour qui explose. D'ailleurs, à ce titre, hein, je veux dire, c'est assez perturbant de voir une tour qui explose. Enfin, aujourd'hui, de se dire qu'ils avaient eu cette idée. Hein. Je rappelle que le 11 septembre 2001, c'était encore loin, en 88, hein, on n'y pensait pas encore. Donc, voilà, là on était quasiment dans une fiction. Malheureusement, on ne savait pas qu'un jour ou l'autre, ça arriverait, ce genre d'événement. Reste le film qui est très très bon, c'est filmé quand même, c'est filmé de main de maître par John McTiernan. On connaît sa filmographie, il venait de sortir en plus de Predator, de films comme ça. Voilà, il sait maîtriser les plans, les scènes de combat, c'est lisible, c'est puissant. Il sait aussi maîtriser l'espace, surtout à l'intérieur, quand il y a la fameuse scène de l'ascenseur, où on a l'impression qu'il est aspiré vers le haut, vers le bas, tout ça. Il sait, dans un espace réduit comme ça, on n'est jamais perdu, mais il sait organiser la caméra de façon à ce que ce soit toujours centré sur le personnage ou les personnages et l'action sans jamais perdre leur spectateur. C'est vraiment très très bien vu. C'est du grand spectacle, comme on aimait dans les années 80, c'est-à-dire c'est violent. C'est très violent. Alors attention, hein, on n'est pas encore dans les années 90 où tout va commencer à être édulcoré, et ça se sent. D'ailleurs, c'est vrai que l'année... Bon, je parle pas du 2, qui est sorti, bien que sorti en 90, qui va être le plus violent qui existe, mais je parle de celui de 95, qui est totalement un film des années 90, où la violence est quand même édulcorée. Hein. Je veux dire, les années 90, tout le monde dit, ouais, les années 90, c'est des années où les films étaient violents. Non, regardez tous les films des années 90, et comparez-les aux films des années 80, surtout notamment à celui-là, et vous allez voir à quel point la violence que l'on montre dans les films des années 90, c'est une violence soft. Et regardez ce film-là, c'est absolument violent. Les terroristes ressemblent à des vrais terroristes, et ils sont là pour tuer. Hein. Je veux dire, dès l'entrée, quand ils entrent dans l'immeuble, dans la tour, c'est pas, ils vont pas dire non, on va attacher le gars qui est à l'accueil. Non. Allez, hop, et deux, et poum, et deuxième, ça nettoie, ça tue, ça ne fait pas de quartier. C'est des terroristes en fait. Hein. Mais ça correspond un peu à l'esprit des films des années 80, c'est-à-dire très musclé, viril, et on ne faisait pas de rond de jambes en se disant « Oh oui, mais attends, alors classer ça R, on classait ce truc-là, c'était fait pour les adultes, c'était pas fait pour l'environnement, ou les adolescents, mais c'était pas fait pour les gamins. » On savait très bien ce qu'on allait voir dans les années 80. Bref. Et puis les personnages, quoi, je veux dire, quand vous avez Alan Rickman qui campe un terroriste, mais voilà, une belle performance, quoi, parce que son personnage, on y croit. Hein, personnage comme ça, terroriste allemand. Alors oui, les terroristes sont des Allemands. Allemands de l'Est, je suppose, bien que c'est pas précisé. Donc je me disais, oui, donc Alan Rickman qui est campagne allemand, qui est quand même limite un petit peu starbé, même bien qu'intelligent, il a quand même un petit grain quand même, hein, voilà. Mais il est intelligent, c'est tout le paradoxe. Alors oui, comme je vous dis, des terroristes allemands. Je suppose que c'était des Allemands de l'Est. Alors, est-ce qu'ils ne travaillent pas pour une idéologie? Apparemment, ils travaillent pour eux, puisqu'ils veulent essayer de voler ces 600 millions de dollars en bulletin aux porteurs. Mais il y a quand même des fois des petites, dans des répliques, des allusions un peu au communisme.
s'appelle un peu Camarade. Alors est-ce que c'est pour dire tout ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais. C'est pas le plus important d'essayer de dire d'où ils viennent vraiment. On peut peut-être même imaginer une internationale de terroristes. C'est, voilà, il n'a pas fait une œuvre pour cibler tel pays. Alors ils sont allemands, oui, pourquoi? Il aurait pu être anglais ou français, peu importe. C'est pas ça le plus important, hein. Bon, c'est le plus important reste le spectacle que ce film nous offre et qui est vraiment exceptionnel pour l'époque. Alors ça a été tourné je crois en 88, hein. Ça a été un grand année de cinéma, c'était aussi Le Grand Bleu, ça a été aussi L'Ours, il y a eu beaucoup de films comme ça. Les Américains nous offrent ce blockbuster qui n'est pas sorti pour le coup en été, puisqu'il est sorti au mois de septembre, mais à l'époque, quand je vous l'ai dit, quand on faisait des blockbusters, on faisait du grandeur nature, quoi. Et je veux dire, performance physique de Bruce Willis dans ce film, on sent qu'il a dû donner de sa personne et que voilà, il avait le physique pour. Alors aujourd'hui, quand on le voit, malheureusement, quand on le voit dans l'état de santé qu'il est, bah, ça fait mal quand même. Et c'est une occasion un petit peu pour moi de lui rendre hommage. Alors il n'est pas mort, hein, bien sûr, mais voilà, il est très très diminué aujourd'hui. Et je veux dire, ce qu'il nous a donné, bah, chapeau l'artiste. Alors moi je le vois en VF, je l'ai vu et je l'ai revu en VF, alors j'aurais pu le voir en VO, mais je voulais le voir en VF aussi, pour se rappeler de la voix du regretté Patrice Poivet, lui aussi disparu, mais enfin lui il est vraiment disparu, qui était la voix française emblématique de Patrick Poivet, hein, pardon, j'ai dit Patrick Poivet, la voix emblématique française de Bruce Willis, et qui aussi a fait des grandes bonnes annonces, qui nous a accompagnés dans toutes les années, dans les années 80 comme ça, il y a une grain de voix caractéristique, un peu nostalgique de cette époque où on savait faire de très grands films, de très bons films d'action. C'est le film, si vous voulez voir le film emblématique de l'action par excellence, eh bien, regardez Piège de cristal. Là aussi, vous avez des explosions, vous avez des bagarres, des gunfights. Vous avez tout ça dans un espace un peu, on va dire, confiné, réduit, où d'ailleurs John McTiernan sait vraiment jouer avec les codes du cinéma pour s'organiser dans l'espace, dans un espace si réduit. Je veux dire, il se limite pas. Alors bien sûr, c'est tourné en studio, mais quand même, il arrive à nous donner l'illusion de cette tour. Alors, bien sûr, les extérieurs, je vous ai dit, ça a été tourné sur l'immeuble de la Fox Plaza, qui existe toujours à Los Angeles, mais l'intérieur c'est en studio, et il arrive quand même dans le studio à nous montrer, voilà, comme si c'était des espaces réduits, et ça c'est top quand même. Top, savoir de faire à la fois des scènes d'action dans des espaces comme si c'était vraiment dans un immeuble. On a l'impression, on descend des escaliers, on monte, on passe par des rambardes, etc. Tout, c'est super bien fait. Les chorégraphies de combat sont juste énormes. On voit que les acteurs donnent d'eux-mêmes. Les gunfights, voilà, c'est lisible, c'est clair. Puis les personnages, je veux dire, on a quand même ce personnage, ce flic noir de Los Angeles, interprété par Reginald Val Johnson, qui est un simple flic de Los Angeles, un peu l'alter ego de Bruce Willis dans le film, de John McClane, pardon, et voilà, qui a perdu la foi à la suite de quelques... Bon, il a plus la foi pour, et lui, justement, dans cette aventure, il va voilà, grâce à lui, il va se ronfler. Lui, John McClane, cette épreuve qu'il vit, bah, ça va le rabibocher avec sa femme. Et puis il y a aussi tous ces personnages, tous ces puissants, les gumshoes, qu'on appelle le FBI, comme ça, qui arrivent avec envie puis qui se plante, qui finissent par se planter. Ça se passe la nuit de Noël, donc personne n'a envie de se bouger pour sauver les otages. Et puis voilà, le seul qui est consciencieux, qui fait son job, bah, c'est lui. C'est super bien fait dans le style. C'est vraiment, on est captivé du début à la fin. Et franchement, moi, je le mets dans ma liste des films préférés des années 80 parce que
c'est super génial. Si on doit rester gardez celui-là, gardez précieusement ce film des années 80, c'est emblématique. Voilà mes amis, j'avais envie de vous parler de ce film, d'évoquer avec vous ce film qui est pour moi un film emblématique, parce que c'est l'un de ces films qui a marqué mon adolescence. Hein. Je vous dis, j'avais 14 ans, que j'allais sur mes 15 ans, je commençais à aller au cinéma tout seul, me voir encore des films, cette fois-ci des films à moi, pas forcément les films que j'allais voir avec mes parents, mais là c'est vraiment des films que j'allais voir pour moi le samedi après-midi, et c'est des films comme ça, comme Piège de cristal, qui ont formé ma culture, je veux dire, cinéphile, film d'action, parce qu'à l'époque, pendant longtemps, j'ai pas trop été film d'auteur, ça venu plus tard. Moi, c'était des films d'action comme ça, Piège de cristal, mais il y a aussi les films de Rambo, les films de Schwarzenegger. Et on t'oublie pas, Bruce Willis, que tu nous as donné nos plus belles heures de gloire en cinéma d'action. Et excellent. Alors, le film existe en DVD. J'aime cette version, je vous ai dit pour l'affiche. Je crois qu'il est sorti en Blu-ray 4K. Il est présent sur la plateforme Disney+. N'hésitez pas à aller le voir si vous êtes abonné. Sur ce, je vous dis au revoir et puis à bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Portez bien soin de vous, likez, partagez, diffusez cette vidéo, regardez ce film et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.